Quel est le point commun entre What Remains of Edith Finch, Florence, Gorogoa et Donut County? À cette question, vous pouvez me donner deux réponses potentielles. La première, c'est que ce sont tous des jeux assez intimistes et à travers lesquels des créateurs ont cherché à expérimenter autour du médium pour proposer des expériences inédites. Que ce soit les interactions minimalistes de Florence qui traduisent sa vie quotidienne, les puzzles alambiqués de Gorogoa qui racontent une histoire par symbole, la narration par le gameplay des scénettes dans Edith Finch, ou l'humour qui naît des situations absurdes de Donut County parce qu'on y joue un trou qui doit tout gober. La deuxième réponse, c'est que ce sont tous des jeux édités par Annapurna Interactive, qui n'est autre que la filiale dédiée aux jeux vidéo de Annapurna Pictures, boîte de prod derrière des films comme Zero Dark Thirty, Her ou récemment The Sister Brother de Jacques Audiard. La fondatrice de la société, Megan Ellison, a toujours aimé le jeu vidéo, et après avoir réussi à se faire une place dans le cinéma, elle a décidé de lancer son entreprise dans cet autre médium à travers l'édition de jeux indépendants. Et c'est plutôt une réussite jusqu'ici au regard du buzz qui entoure Annapurna Interactive actuellement. Mais la boîte californienne n'est pas toute seule sur ce créneau. Depuis quelques années déjà, on voit de plus en plus d'éditeurs spécialisés pour les indés popper dans l'industrie. Il y a bien sûr Devolver Digital qui est peut-être le plus connu, mais on peut aussi citer Raw Fury, Finji, Double Fine, Team 17, Adult Swim Games, Paradox, Chucklefish, Badland ou encore les Français de Playdius. Et c'est justement à tout ce petit monde-là qu'on va s'intéresser aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre qui sont vraiment ces éditeurs indés qu'on appelle aussi labels indés. Qu'est-ce qui explique qu'ils soient de plus en plus nombreux et qu'ils prennent de plus en plus de place sur le devant de la scène, et qu'est-ce que ça peut changer pour les indés qui font les jeux, pour les joueurs et les joueuses, et pour le jeu vidéo de manière générale. Pour répondre à ces questions, on a notamment pu échanger avec Mathieu Hurel, alias Boulapoire, qui est récemment passé de Gamecult à Playdius et qui nous a donné sa perspective sur la chose. J'essaye de caler le super logo Playdius. Ah d'accord, tu t'es... C'est parti pour un nouvel épisode de Game Next Door. Tous les éditeurs, qu'ils soient orientés indé ou AAA, existent parce qu'ils répondent à une problématique industrielle assez simple: sortir un jeu, globalement, c'est chaud sa mère. Vous pouvez demander à n'importe quelle personne ayant travaillé ne serait-ce qu'un tout petit peu dans l'industrie du jeu vidéo, elles vous diront toute la même chose. Emmener une petite graine d'idées vidéoludiques issue d'un esprit fertile jusque sur les rayons numériques de Steam, c'est toujours une prouesse en soi. Et pour des studios indés à taille réduite, et même parfois réduite à une seule personne, vous vous en doutez, c'est encore plus vrai. D'abord parce qu'il faut allonger de la thune. Dans le milieu AAA, le chiffre magique qui revient dans toutes les bouches, c'est 10 000 $ par personne par mois travaillant sur le projet. Ça compte évidemment les salaires, mais aussi les coûts structurels et variables, des ordis surpuissants pour modéliser les assets du jeu, jusqu'au paquet de post-it que chaque employé a à sa disposition. Chez les indés, évidemment, les coûts ne sont pas les mêmes. Ça n'a pas le même prix de développer chez soi au fin fond de l'Alsace que dans un bureau avec une terrasse qui donne sur la baie de San Francisco. Mais il faut tout de même se nourrir, se loger et payer les factures. Et si en France on peut compter sur des aides comme le chômage ou le RSA pour vivre et développer, et encore ça ne dure pas éternellement, dans le reste du monde il faut trouver d'autres solutions. Et pour une success story à la Cuphead, pour lesquelles ses créateurs se sont endettés jusqu'au cou, mais ont pu finalement trouver la rentabilité grâce aux excellentes ventes du jeu, il y en a des centaines d'autres qui ne peuvent même pas aller au bout de leur production faute d'argent, ou qui se retrouvent à avoir un bilan comptable bien dans le rouge, parce que 3 mois après la sortie de leur jeu, ils n'en ont vendu que 18 exemplaires. Les éditeurs indés vont donc, en échange d'une partie des revenus potentiels générés par le jeu, apporter des fonds suffisants pour que la production atteigne son terme. Et ça peut prendre diverses formes, comme un budget précalculé par rapport à des estimations de vente, un salaire, ou même le loyer et la bouffe des développeurs jusqu'à ce qu'ils terminent le projet, comme on peut le faire Devolver pour certaines de leurs productions. Tous les deals sont différents en fonction des circonstances, mais le risque n'est plus couru seulement par les studios, et même s'ils ne garderont pas tous les bénéfices à la sortie du jeu, ils auront un peu plus de chances d'en voir la couleur. Ensuite, il y a le problème de la visibilité. Je parlais juste à l'instant du succès de Cuphead, et clairement, le fait d'avoir bénéficié de la mise en lumière de Microsoft a dû quand même pas mal peser dans les ventes. En 2017, 7672 jeux sont sortis sur Steam, ce qui fait une jolie petite moyenne de 21 jeux par jour. Pour exister, il faut donc arriver à se différencier, et ça demande des compétences qui sont bien différentes de celles de concevoir et développer un jeu. Après, il y a des développeurs aussi qui ne se sentent pas de gérer toute la partie communication autour d'un jeu. Ils savent faire un jeu, mais ils savent pas le vendre techniquement. Il se trouve que nous, on apporte toute cette expertise et ce savoir sur la partie communication avec des gens qui s'occupent vraiment spécifiquement soit de contacter la presse, les influenceurs, les youtubeurs, les vidéastes, plein de gens dans différents domaines, soit de contacter directement, enfin de faire des campagnes de pub, tout simplement, parce que ça fait partie aussi du travail d'un éditeur, même chez les indépendants.
Playdius et les autres éditeurs indés disposent d'un réseau déjà bien établi avec la presse. Les influenceurs les connaissent et il y a donc forcément plus de chances qu'un jeu se fasse remarquer par cet intermédiaire que s'il débarquait dans un mail préécrit envoyé à tout le gratin d'internet par une adresse inconnue au bataillon. Pour les studios, ça peut aussi être l'occasion d'être présent sur des salons ou des conventions en partageant l'affiche avec les autres jeux du catalogue du label. Devolver Digital a depuis 2 ans sa propre conférence à l'E3, et même si ça prend des airs de sketch complètement what the fuck, ça permet néanmoins aux titres montrés pendant ce barouf de se faire une place dans les colonnes des sites spécialisés pendant l'événement. Enfin, il faut aussi distribuer son jeu, que ce soit sur Steam ou les plateformes numériques des consoliers, le PlayStation Store, le Microsoft Store et bien sûr l'eShop de Nintendo. Là encore, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Ne serait-ce que pour le portage, par exemple, quand tu développes ton jeu, la plupart du temps, tu le développes avec le PC en tête, et il va falloir que tu achètes des kits de développement, il va falloir que tu fasses de l'assurance qualité, il va falloir que tu fasses de la localisation, et ça, c'est des choses qui sont restées encore aujourd'hui. Tout ça peut évidemment être très chronophage, et après des longs et durs mois de développement, on peut facilement envisager que des devs préfèrent passer par des distributeurs installés, bien souvent maqués avec des éditeurs. D'ailleurs, c'est peut-être le service le plus demandé, puisque même des gens comme Motion Twin, qui ont déjà un bon parcours dans l'industrie, sont passés par un distributeur pour Dead Cells, alors qu'ils l'ont édité eux-mêmes. Dans les services qu'ils proposent, les éditeurs indés sont donc très proches des éditeurs traditionnels comme EA, Activision ou Ubisoft, et mis à part leur taille et les budgets à leur disposition, on pourrait légitimement se demander ce qui les différencie réellement. Et pour mieux comprendre la nuance, il faut à mon sens s'intéresser à l'histoire et aux gens derrière ces labels, parce qu'elle nous révèle pas mal de choses sur leur raison d'être. Pour Tim Schafer, la sortie de Brutal Legend s'est faite dans la douleur. Double Fine, le studio dont il est encore aujourd'hui la tête créative, était à l'époque en contrat avec Vivendi Games pour éditer le jeu. Mais suite à la fusion avec Activision, le portefeuille des deux entités désormais fusionnées fut revu, et Brutal Legend se retrouva laissé sur le côté, malgré le fait que sa production était déjà bien avancée. Tim Schafer et son équipe, sans sous pour terminer le jeu, se tournèrent finalement vers EA Games qui put reprendre l'édition et remettre du bif dans la machine. Mais cette période de fin de développement fut marquée par de nombreux procès qui prirent beaucoup d'énergie à l'équipe alors qu'elle était déjà en plein crunch. Plus jamais ils ne voulaient vivre ça, et c'est à ce moment-là que la décision de se tourner vers l'indépendance commença à germer en eux. Et après avoir réussi son bond vers l'indé, Double Fine se mit en tête d'aller plus loin en lançant son propre label d'édition, Double Fine Presents, pour soutenir d'autres studios indés et leur éviter les durs moments qu'ils avaient justement connus avec Activision et les autres éditeurs avant eux. Et si tous les autres labels indés n'ont pas une histoire aussi tumultueuse avec les acteurs traditionnels de l'industrie, tous ont en commun d'avoir des équipes composées de personnes expérimentées qui ont pu côtoyer ces diverses parties prenantes et donc connaître leur réalité. Megan Ellison ne s'y est pas trompée avec Annapurna Interactive en réunissant des anciens de Sony, plus particulièrement de Santa Monica, et en faisant de Jay Novacek le conseiller attitré de la boîte. Ensemble, l'équipe peut se targuer d'avoir bossé entre autres sur God of War, Everybody's Gone to the Rapture, Fat Princess, The Unfinished One et évidemment Journey. Ils sont donc à même de comprendre les besoins et les envies des créatifs de différents horizons. On peut penser aussi à Finji qui est avant tout un studio indé, devenu éditeur par la suite pour faire bénéficier de son savoir-faire à d'autres studios. À l'origine de la boîte se trouvent Rebecca et Adam Saltzman, ensemble dans la vie civile comme dans la vie pro. Adam est notamment le créateur de Cannabalt, avec lequel il a connu un certain succès, et Rebecca a passé 10 ans dans l'industrie du JV côté financier. En ce moment, le couple bosse sur Overland, dont Adam est le directeur créatif, et ils ont participé en tant qu'éditeur à la sortie de Night in the Woods et à Tunic qui devrait bientôt arriver chez nous. Leur parcours a aussi influencé leur façon de travailler et ils essaient notamment d'éviter le crunch aux gens avec qui ils collaborent. Et c'est sur ce genre de détails que va notamment se jouer la différenciation avec les éditeurs AAA bien connus. Les équipes des labels indés sont souvent réduites, mais elles sont formées par des gens qui ont la capacité de comprendre, d'entrer en empathie avec leurs potentiels partenaires parce qu'elles ont connu elles-mêmes les joies et les peines du développement. Et les politiques commerciales qu'elles mettent en place découlent de cette perspective. Par exemple, dans la majorité des cas, la propriété intellectuelle d'un jeu revient au studio et non pas à l'éditeur, ce qui peut faire une grosse différence. Impossible donc pour Devolver de sortir un Hotline Miami 3 sans Denaton, ou pour Annapurna de se lancer dans un Goro-Gora Odyssey sans que Jason Roberts soit impliqué dans le projet. D'un point de vue créatif et économique, posséder les droits de son œuvre est une vraie avancée pour les auteurs et autrices de jeux vidéo. Bien sûr, existent aussi les pratiques un peu douteuses de certains éditeurs qui basent le partage des revenus sur le nombre de ventes ou les soi-disant bonus donnés seulement si les jeux atteignent un certain score sur Metacritic. L'idée pour les labels indépendants est de nouer une relation saine avec les développeurs, parce que le monde indé est petit et tout se sait, et s'ils veulent continuer le business, les éditeurs doivent traiter leurs poulains correctement. Mais aussi parce que cela peut se révéler fructueux d'entretenir des talents, comme l'affirme Frederick Wester, CEO de Paradox Interactive, un label indé qui existait déjà avant qu'on parle de label indé.
Nous avons toujours besoin d'une relation de longue durée, parce que le premier jeu que nous allons sortir ensemble sera le moins bon, le deuxième sera un peu mieux, et le troisième sera, on l'espère, vraiment incroyable. Du coup, c'est important que les développeurs et nous-mêmes partagions les mêmes valeurs. Nous sommes très clairs avec ça, avec comment on travaille en tant qu'entreprise, et ce que nous essayons d'accomplir. Et on retrouve ce type de discours chez à peu près tout le monde. Chez Playdius par exemple, de nombreux jeux édités par la boîte sont en fait les seconds projets de studios qui avaient déjà collaboré avec eux auparavant, mais seulement sur la partie distribution. Ce fut le cas pour les Accidental Queens avec Another Lost Fun après A Normal Lost Fun et CCCP avec Dead in Vinland après Dead in Bermuda. Et chez Raw Fury, ça s'est traduit par un soutien financier de 12 mois supplémentaires pour Joel Staff Hatso, le développeur de Katie Reigns, après la sortie du jeu alors que les ventes de celui-ci ne décollaient pas vraiment. L'idée pour l'éditeur était de s'assurer que Joel puisse continuer à travailler sainement et pourquoi pas bosser sur un autre jeu avec eux par la suite pendant que l'autre se rentabilise sur la durée. Mais la différence la plus importante entre les labels indés et les éditeurs traditionnels, et c'est d'ailleurs sur cet aspect que tout se joue pour eux, c'est que les labels travaillent particulièrement leur image auprès des développeurs comme des joueurs, et cela passe par la construction d'une ligne éditoriale facilement identifiable. Je suis sûr que certains d'entre vous ont, comme nous, découvert Devolver Digital après avoir joué à Hotline Miami, qui était leur premier vrai succès sur le marché indé. Et c'est bien sur ce titre-là que l'identité de Devolver s'est construite, puisqu'une bonne partie de leur catalogue s'est enrichie par la suite de jeux également en pixel art et avec une certaine tendance à la violence facile. Not a Hero, Luftrausers, Ronin, Broforce, Mother Russia Bleeds, Hotline Miami 2, Ruiner, personne n'a été étonné de retrouver ces titres chez l'éditeur texan, et c'est d'ailleurs probablement pour ça qu'on le suivait. Et même si ces dernières années Devolver a essayé d'élargir le spectre de son catalogue avec des titres comme The Talos Principle ou prochainement Gris, il domine toujours ce créneau avec Hater, Ape Out ou encore My Friend Pedro. Pour Annapurna, What Remains of Edith Finch peut également être vu comme une note d'intention, tant les jeux qu'ils ont annoncés jusqu'ici se trouvent aussi dans cette mouvance un peu arty entre guillemets, avec à chaque fois un concept fort et un rejet des codes traditionnels du jeu vidéo. On attend d'ailleurs encore Watam par Keita Takahashi, créateur de Katamari Damacy, et Telling Lies, la suite spirituelle du très réussi Her Story, toujours par Sam Barlow. Malgré le fait que les deux hommes soient déjà installés dans l'industrie, ils ont choisi Annapurna pour se focaliser sur leur création et profiter au passage de l'aura dont le label jouit aujourd'hui auprès des joueurs et joueuses. Et chez les plus jeunes éditeurs, on se cherche encore. Raw Fury, qui a d'ailleurs profité récemment d'une injection de plus de 5 millions de dollars de la part de Nordisk Film, construit encore jeu à jeu son identité. Et si Dandara et Bad North n'ont pas généré un buzz incroyable pour le label, les prochains Nightcall et Sable ont déjà tapé dans l'œil de pas mal de monde. Et avec un bon coup de polish, ils pourraient permettre à l'éditeur d'accéder à une nouvelle stature et de progresser à partir de là. Enfin, du côté de Playdius, le catalogue est encore aujourd'hui assez hétéroclite, pas évident de mettre dans le même panier Splasher, Bury Me My Love et Dead in Vinland. Mais Mathieu Hurel a rejoint l'équipe en partie pour justement construire cette fameuse ligne éditoriale et sélectionner des jeux qui, ensemble, formeraient une entité cohérente à laquelle développeurs et joueurs pourraient se rattacher. Mais évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Après, c'est toujours un équilibre délicat entre prendre une formule qui marche pour être sûr de revenir sur son investissement et faire quelque chose d'un peu plus innovant pour se démarquer de la concurrence. En fait, les développeurs sortent déjà suffisamment de jeux innovants. Tu vas sur plein de plateformes de distribution alternatives, notamment Itch.io, mais pas que. Tu peux trouver vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire. Après, est-ce que c'est quelque chose que tu vas réussir à vendre au public? C'est déjà beaucoup plus compliqué. Tout n'est donc pas si simple au pays des labels indés, et la compétition est d'autant plus rude qu'elle opère sur deux tableaux en même temps. D'un côté, il faut arriver à se faire une place dans l'esprit de celles et ceux qui jouent, se faire connaître et reconnaître pour attirer constamment les regards sur son catalogue. De l'autre côté, il faut entretenir ce catalogue en attirant des talents, en leur proposant des deals qui soient suffisamment intéressants pour qu'ils signent et finissent leur jeu, tout en essayant de rentabiliser au moins l'ensemble des projets lancés sur la durée. Tous les jeux ne doivent pas taper le million de ventes pour être rentables, loin de là, mais il faut au moins qu'un titre score bien correctement pour que tous les autres puissent en profiter. Et la concurrence ne manque pas puisqu'il faut prendre en compte les autres labels, mais aussi les jeux qui sortent complètement en indé et ceux qui sont soutenus par de très gros éditeurs, quand ce ne sont pas les mastodontes qui trustent tout simplement le marché. Bon, tout le monde parle de Fortnite, mais il faut dire que quand il y a Fortnite, ça prend vraiment du temps disponible pour pas mal d'autres petits jeux. On sait qu'en fin d'année, avec les grosses sorties comme FIFA, Red Dead 2, Smash Bros, c'est du temps dont on va se priver, entre guillemets, ou du moins les joueurs ont beaucoup moins de temps pour aller tester d'autres choses. Pour les développeurs, la présence de ces nouvelles identités ne veut pas non plus dire que c'est la fin des années de galère et que la prospérité est assurée. Déjà parce qu'il faut toujours se faire remarquer, et si cette fois c'est par des personnes curieuses, expérimentées, et qui savent peut-être mieux comprendre un projet qu'un consommateur lambda, il faut tout de même avoir au cœur de sa proposition quelque chose sur lequel un label peut s'appuyer pour vendre le bousin.
Et aujourd'hui, les labels sont unanimes, ce qu'ils cherchent tous, c'est une direction artistique forte pour se différencier au premier coup d'œil. Oui, le gameplay ça compte et ça comptera toujours, mais sans une identité visuelle marquante pour soutenir le concept, il sera déjà beaucoup plus difficile de se faire une place dans les paniers virtuels. Et il y aura évidemment de belles propositions qui passeront à la trappe de cette curation professionnelle, mais ça c'est malheureusement le cas dans tous les milieux culturels. Ce qui est vrai dans le JV est aussi vrai pour le cinéma, la bande dessinée ou la littérature. Mais au moins, ces labels indés sont une nouvelle option possible pour des gens qui ont envie d'apporter quelque chose de neuf aux jeux vidéo et qui espèrent en vivre sans avoir à prendre un taf alimentaire à côté, ou des créatifs déjà installés qui peuvent s'en servir pour se concentrer sur leur art. Par contre, pour nous, celles et ceux qui jouent, j'ai du mal à entrevoir un réel aspect négatif à cette nouvelle force en présence. Alors oui, les plus idéalistes pourraient voir d'un mauvais œil cette institutionnalisation de la créativité indé, mais c'est peut-être seulement à ce prix-là qu'elle peut exister. Ensuite, il est de plus en plus difficile de faire son choix dans l'immensité de l'offre jeux vidéo, à la fois par contrainte d'argent, mais aussi et surtout, et j'en ai déjà parlé ici, par contrainte de temps. Et pouvoir se rattacher à des labels auxquels on peut associer une certaine typologie d'expérience, ça me semble être une bonne solution pour s'y retrouver. Par exemple, moi il y a 3-4 ans je suivais beaucoup Devolver, et aujourd'hui je me retrouve un peu plus dans la démarche d'Annapurna. Et puis, dans tous les cas, ces labels, ils participent à une forme de curation, de sélection dont on a de plus en plus besoin en tant que consommateur. Et en plus, ça ne se fait pas forcément au détriment de l'originalité. Au contraire, ça peut même participer à la diversification du médium. Bien sûr, comme nous l'a expliqué Mathieu, ils doivent toujours trouver un équilibre entre originalité et potentiel commercial. Mais les labels disposent d'un véritable pouvoir de mise en lumière et peuvent apporter un public beaucoup plus large à des projets qui seraient restés dans la confidentialité autrement. Parce qu'il y a des jeux indés sortis réellement en indé qui fonctionnent très bien. Ces dernières années, je peux penser à Hollow Knight, Celeste ou encore Into the Breach. Mais ces jeux ont des propositions qui restent assez habituelles. Celeste, c'est de la plateforme, Hollow Knight, c'est du Metroidvania, et Into the Breach, c'est du tactical sur damier. Ce sont tous les trois des jeux incroyables, mais ils restent sur des bases classiques qui leur permettent d'attirer du monde qui reconnaît ce à quoi il va jouer. Alors que sans Annapurna, je pense qu'un Gorogoa n'aurait pu atteindre qu'une toute petite sphère d'initiés. Alors que là, selon Steam Spy, il a dépassé les 100 000 exemplaires juste sur PC. Pareil pour Enterre-moi mon amour, pas sûr que le jeu ait pu passer chez Squeezie sans les petits gars de Pledus derrière. Et ce genre de move, pour la plurification des expériences vidéoludiques et de leur appréciation par le plus grand nombre, c'est très important. C'est très touchant, je trouve, juste de voir comment ça se passe, une traversée, comment ça se passe quand dans ton pays c'est la merde et que tu t'en viens carrément à le fuir. Nous avons donc tout intérêt à suivre de près ces nouveaux éditeurs indés. Parce que même si dans les faits ils s'apparentent aux éditeurs traditionnels qu'on connaît bien, le parcours de leurs équipes et leur taille humaine leur confèrent une perspective plus en phase avec les créateurs et créatrices. Et ça ne peut qu'améliorer les conditions de développement pour ces dernières. Ensuite, parce qu'ils sont obligés, pour survivre, de soutenir des jeux à la fois solides, mais aussi suffisamment novateurs pour avoir un catalogue fort et se démarquer des autres. Et si cette petite sphère va encore bouger, des nouveaux noms vont apparaître et d'autres disparaître ou se mélanger, nul doute qu'ils vont avoir un rôle important à jouer dans l'évolution du jeu vidéo et sa diversification. Et pour nous, c'est l'assurance de continuer de voir émerger des propositions en rupture avec les productions habituelles, et pouvoir profiter d'une plus grande diversité d'expériences vidéoludiques. Bienvenue dans l'ère des labels indés. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'ici, j'espère qu'il vous aura apporté, comme à nous en le faisant, une perspective nouvelle sur ces fameux labels indés. Dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci aux tipeurs qui nous permettent de produire Game Next Door. Si vous aimez l'émission et que vous avez quelques piécettes de côté, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page Tipeee. Partagez la vidéo, mettez les pouces bleus qui font plaisir à l'algorithme, mais surtout prenez soin de vous et évidemment, cœur sur vos manettes.